Le Covid était vraiment un drapeau rouge vif qui a montré clairement qu'on n'a pas besoin de créer beaucoup de panique et de sentiments d'urgence pour que les gens soient favorables à la réduction de leur liberté. C'est la même chose en ce moment avec Israël et le Hamas. On peut voir que nous entrons dans une rhétorique qui consiste à dire qu'une ligne a été franchie et qu'on doit changer les règles du jeu et suspendre certains droits. Notre monde a changé, et par conséquent, les institutions doivent changer immédiatement, sans que nous ayons le temps d'avoir un débat contradictoire ou un vote. Nous sommes dans une situation d'urgence, ne le comprenez-vous pas? C'est ce genre de rhétorique et l'usage de la technologie à des fins de surveillance pour soi-disant faire face aux menaces qui rapproche étape par étape, petit à petit, les États-Unis de la Chine. C'est encore plus vrai entre l'Europe et la Chine. Bien sûr, ils sont différents, mais la distance entre eux tend à rétrécir. Cela devrait nous alarmer, surtout quand on voit les nouvelles possibilités de surveillance rendues possibles par la généralisation des codes QR, le contrôle des flux financiers et des communications, l'émergence de la vérification d'identité sur Internet et le succès croissant des super apps, comme WeChat en Chine. Ces applications agrègent tout. Paiement, communication, vérification d'identité, réseaux sociaux, réservation de voyages et d'activités en tout genre. Et le gouvernement chinois exige que vous vous rendiez dans un bureau et que vous présentiez une pièce d'identité pour activer votre compte. Parallèlement, on a Elon Musk qui dit vouloir faire de X une super app et qui verse aux gens des revenus publicitaires. Mais il demande aussi aux gens d'authentifier leur identité pour qu'ils aient accès à ces paiements. Ce sont des choses qui devraient vraiment nous alarmer. Pour pouvoir agir efficacement, nous devons d'abord comprendre quels problèmes sont de nature à être résolus techniquement et quels problèmes relèvent de la sphère idéologique. Si on ne peut pas résoudre ces derniers directement, on peut essayer de sensibiliser les élus qui ont une influence en la matière. Et si ceci n'est pas possible dans notre juridiction, à cause de nos lois, de notre langue, de notre culture, de notre gouvernement, de notre économie, eh bien nous devons nous poser la question suivante. Pouvons-nous créer une nouvelle juridiction ? Ce cheminement de pensée m'évoque la déclaration d'indépendance du cyberespace, écrite par John Perry Barlow et moquée par tant de gens aujourd'hui. Gouvernement du monde industriel, géant fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Internet n'a pas évolué ainsi, principalement à cause des incitations monétaires, des flux de paiement, de la structure des entreprises, de la réglementation et plus récemment des mesures de KYC, de connaissance client. Je pense que c'est aussi parce que nous utilisons une infrastructure privée qui ne nous appartient pas, que ce soit les câbles, les réseaux ou les data centers. Les modèles de réseaux maillés pair à pair n'ont pas abouti, ils n'ont pas évolué assez vite et ont eu des problèmes. Cependant, bien que ces tentatives aient échoué par le passé, elles peuvent tout à fait fonctionner à l'avenir. On me demande souvent si je pense pouvoir un jour revenir à la maison, aux États-Unis. Pour y arriver, il faudrait tout d'abord parvenir à faire reconnaître à la plupart des gens que ce qu'a fait le gouvernement et que j'ai révélé était mal. Il est intéressant que ce soit un constat controversé, parce que les tribunaux ont déjà statué en ma faveur sur ce point. Même le procureur général d'Obama, Eric Holder, a déclaré qu'il pensait que ce que j'avais fait était d'utilité publique. Selon lui, je devrais quand même être mis en prison pour mes actes, mais ils étaient d'utilité publique. Et bien sûr, lui-même était personnellement impliqué dans les programmes que j'ai dénoncés à l'époque, en sa qualité de procureur général. Les politiciens vieillissent, ils déménagent, ils prennent leur retraite et finissent par mourir. Mais leur politique continue inlassablement. Si nous parvenons à élire un gouvernement sensé et rationnel, peut-être parviendrons-nous à discuter des questions vraiment importantes. Mais pour être réaliste, je ne pense pas que nous verrons cela dans un avenir proche. Le cas de Julian Assange est bien plus important et bien plus urgent que le mien. Cela fait déjà longtemps qu'il est en prison dans des conditions difficiles. Ces conditions de détention sont les mêmes que celles des terroristes, mais il est emprisonné pour avoir révélé des vérités qui dérangent les gouvernements. Ceci déshonore toutes nos sociétés occidentales, pas seulement celles des États-Unis. Beaucoup de personnes influentes savent que c'est une erreur, mais ne font rien pour y remédier. Les grandes institutions et les médias traditionnels, qui ont suffisamment d'importance pour peser sur cette décision, ont décidé de rester silencieux. Dénoncer cet emprisonnement les honorerait, mais ils continuent de choisir de ne pas causer de remous et de très peu couvrir l'affaire. Ils s'inquiètent des implications politiques d'un tel choix, et d'un retour potentiel de Donald Trump. Ils ne feront donc rien qui risque de mettre clairement en lumière l'hypocrisie de l'administration Biden. Lorsque le secrétaire d'État Anthony Blinken dit à l'Égypte ou à d'autres pays qu'ils devraient respecter la liberté d'expression de leurs citoyens et cesser d'emprisonner les journalistes qui révèlent des vérités qui dérangent, il fait ces déclarations en se tenant sur le corps ligoté de Julian Assange. Je pense que c'est terrible que personne n'en parle. Si vous comprenez Internet, la manière dont il s'articule, dont les protocoles fonctionnent, sa technologie, ses interfaces, et si lorsque vous ne connaissez pas un programme, vous êtes capable de le comprendre vous-même sans utiliser de manuel d'instruction, cela signifie que vous n'êtes pas un utilisateur moyen. Il est important de se rappeler que tous les jours, il y a des enfants qui rentrent en contact pour la première fois avec ces systèmes et qui n'ont aucune idée de comment ils fonctionnent. Même la plupart des lycéens aujourd'hui n'utilisent pas d'ordinateur, mais uniquement des téléphones qu'ils ne comprennent pas d'un point de vue technologique. Pour utiliser une application, ils vont sur l'App Store, la recherchent, l'installent, regardent un tutoriel, et tout le reste est magie. À mon avis, nous devons les aider non seulement à comprendre ces applications, mais aussi à les contrôler.
Pour ce faire, nous devons nous assurer que les systèmes et les protocoles que nous construisons sont accessibles. Que l'on parle de Bitcoin ou d'Ethereum, ce qui m'inquiète, c'est cette tendance à complexifier les choses. Qu'on parle de BIP ou de EIP, les propositions d'amélioration du protocole, ou plus généralement du fait qu'on invente sans cesse de nouveaux termes difficiles à comprendre. Quand on commence comme ça, à écrire des articles académiques destinés à un public universitaire, et difficile d'accès, on finit par créer un nouveau clergé, une nouvelle élite qui comprend cette technologie. Et ce que nous voulons éviter, c'est de reproduire les problèmes du passé, où nous avions des conversations spécialisées entre institutions spécialisées, et influencées par divers lobbies et acteurs. Ces technologies n'étaient pas compréhensibles pour une personne lambda, à moins qu'elle décide de devenir elle-même experte. Il faut que les gens normaux puissent comprendre le nouveau système et son fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui détiennent la vérité révélée et d'autres qui n'y ont pas accès. Ce n'est pas le système idéal. Si nous voulons que les choses s'améliorent, nous ne devrions pas créer une religion, mais une science. Nous devrions aspirer à créer l'ère du scientifique citoyen, où nous pouvons tous apporter notre contribution.